Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature, pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait une éternité, j'ai l'impression que je ne suis pas venue dans un épisode de podcast. Et aujourd'hui, je reviens avec un sujet un petit peu touchy. J'ai beaucoup réfléchi avant de vous faire cet épisode de podcast. C'est quelque chose qui mûrit en moi depuis des années. Ce sont des convictions qui se fondent aussi au gré de mes expériences personnelles mais aussi professionnelles. Et aujourd'hui, je me sens enfin prête à aborder ce sujet avec vous, parce que j'ai traversé toutes les étapes émotionnelles qui me permettent aujourd'hui de venir partager avec vous une réflexion fondée, des convictions profondes, mais aussi tout le cheminement qui m'a fait passer d'un état d'impuissance et de colère vers un état de pleine puissance. Petite précision avant de commencer l'épisode, dans cet épisode, je te partage mon expérience, mes réflexions personnelles et mes convictions. C'est en aucun cas une vérité absolue. Je pense qu'il est important que chacun fasse preuve de discernement. Et cet épisode, il a surtout pour objectif d'éveiller les consciences, de vous permettre de vous poser des questions, parce que je pense qu'on est dans un quotidien où parfois on est un petit peu en mode pilote automatique. Et donc mon objectif aujourd'hui, c'est plutôt de venir soulever des sujets qui peuvent vous poser question pour vous inviter vous aussi à réfléchir et à trouver peut-être votre propre réponse, vos propres convictions. Donc prenez une boisson chaude parce que sans plus tarder, on commence. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir déjà entendu lors d'une consultation médicale que c'est dans ma tête, que c'est le stress, qu'il faut que j'apprenne à vivre avec et qu'il faut que je prenne un Doliprane. Alors si toi aussi tu as entendu une de ces 4 phrases dans un cabinet médical, cet épisode est fait pour toi. Et pendant longtemps, ces phrases-là, elles m'ont mise profondément en colère. Une colère profonde contre un système dont on nous répète qu'il est le meilleur du monde. Et ça, je pense qu'on peut se permettre de le dire tant qu'on n'a pas été voir à l'étranger ce qu'il se passe. Et on y reviendra dans cet épisode. Et puis au mois de mai, il s'est passé un tournant pour moi dans mon parcours personnel, un rendez-vous avec un spécialiste où un diagnostic a été posé et un échange avec un spécialiste que je n'aurais jamais pensé avoir avec quelqu'un du monde médical. Je garde cet échange pour la fin de l'épisode parce que ça permettra d'illustrer un petit peu tout ce que je vais vous dire ici. Mais en tout cas, c'est cet échange-là qui m'a permis d'évoluer dans ma réflexion et qui m'a permis de reprendre une forme de pouvoir personnel. Donc aujourd'hui, je ne suis plus en colère et dans les prochaines minutes qui vont suivre, je vais te partager pourquoi je ne suis plus en colère, tout ce que j'ai traversé, toute ma réflexion, et on va regarder ensemble pourquoi notre système ne peut structurellement pas te prendre en charge tant que tu n'es pas malade. Et puis on va voir aussi vers qui tu peux te tourner quand il n'y a soi-disant rien. Et qu'est-ce que ça implique aussi concrètement pour toi d'avoir ce système de santé aujourd'hui que l'on connaît en France. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en 2026. Donc voilà, c'est une réalité de ce que moi j'ai pu percevoir en 2026 et précédemment. Je ne sais en aucun cas comment va évoluer le milieu médical et le système de santé dans les prochaines années. J'ai une appréhension de ça, j'ai des réflexions personnelles qui me font penser que ça ne va pas aller en s'améliorant. Mais là encore, ça n'est pas une vérité absolue puisque seul le temps nous dira où est-ce que nous allons avec ce système de santé. Donc comme je te disais au début de l'épisode, j'ai éprouvé beaucoup de colère pendant longtemps contre le système de santé en France. Et je pense que mes études de naturopathie et de réflexologie m'ont nourrie dans cet état de colère parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses. J'ai gagné en clarté sur le système de santé, j'ai gagné en clarté sur l'état de santé des gens en France. Et je pense qu'aujourd'hui, cette colère-là, elle a été moteur de tout un tournant et de tout un pivot qui est en train de se faire au niveau professionnel pour moi. Parce que oui, depuis 2 ans, je vois, j'entends et j'accompagne en séance de nombreuses personnes qui ont été reléguées sur le banc de touche. Des personnes qui ont des symptômes quotidiens, voire même chroniques, qui sont plus ou moins handicapants pour mener une vie, entre parenthèses, normale, et qui se retrouvent face à des discours du style « c'est dans votre tête », « faudra apprendre à vivre avec »,« c'est le stress »,«
apprenez à lâcher prise et à vous détendre. Alors c'est bien gentil ces phrases-là, c'est bien gentil ces discours, mais ça mérite un petit peu le poil quand même. Comment on peut encore qualifier notre système de santé comme étant le meilleur système de santé au monde? Comment on a pu en arriver à un stade où aujourd'hui on se satisfait du strict minimum? Alors certes, on a un système de santé qu'il est comme il est. Alors certes, on a une sécurité sociale qui a permis d'avoir un accès égalitaire aux soins. C'est un super système qui a été fondé il y a des années. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un système qui est à bout de souffle. Parce que oui, on a une sécurité sociale quand d'autres pays n'en ont pas. Mais on fait aussi face à une pénurie de médecins. Il y a des gens qui parcourent des kilomètres pour aller voir un médecin traitant. Il y a des gens qui n'ont pas de médecin traitant depuis des années. Il y a des familles avec des enfants en bas âge qui n'ont pas de médecin traitant. On a des soins de moins en moins qualitatifs, par manque de personnel, mais aussi par manque de moyens. On a des délais de prise de rendez-vous qui s'allongent. Et on a un reste à charge qui ne va faire qu'augmenter dans les prochaines années. Donc certes, on a une sécurité sociale, mais à côté, il y a aussi tout ça. Et moi, ce que je perçois, c'est qu'on a un système à bout de souffle. Et on a des soignants à bout de souffle aussi. Combien de soignants sont en burn-out? Combien de soignants sont en dépression? Combien de soignants ont démissionné? Combien de soignants sont profondément malheureux aujourd'hui dans leur job parce qu'il y a un désalignement profond entre la raison pour laquelle ils se sont engagés dans ces métiers de soins et la manière dont ils vivent aujourd'hui leur métier. Ça, pour moi, c'est déjà un premier cri d'alerte. Et puis, j'évoquais on nous dit qu'on a le meilleur système de santé au monde. Et je trouve ça assez rigolo de voir à quel point cette phrase, elle est ancrée dans les croyances profondes de tout le monde et à quel point ces discours sont bien souvent tenus par des personnes qui ne sont pas ou peu allées à l'étranger. J'ai pas énormément voyagé. J'ai voyagé un petit peu et quand je voyage, c'est vrai que j'ai cette déformation professionnelle de regarder comment ça se passe à l'étranger, en termes d'alimentation, en termes d'hygiène de vie, comment ça se passe aussi dans les prises en charge de santé. Je discute aussi beaucoup avec les locaux. Et aujourd'hui, j'ai la chance dans mon métier de côtoyer beaucoup de personnes qui sont notamment à l'étranger. Soit qu'ils y sont pour un temps plus ou moins déterminé, soit des personnes qui se sont carrément installées définitivement à l'étranger. Quand je dis étranger, c'est des personnes qui sont soit en Europe, mais aussi des personnes qui sont en dehors de l'Europe. Et je trouve que c'est intéressant de parler de santé avec elles parce que on perçoit comment fonctionne le système de santé ailleurs. Et qu'est-ce que je retiens de nos échanges? Ce sont des personnes qui obtiennent un rendez-vous avec un spécialiste dans la semaine, grand maximum sous 15 jours. Ce sont des personnes qui ont une qualité de prise en charge et un suivi médical qui est incroyable. Vous arrivez pour une fracture, vous arrivez dans un hôpital qui est propre, qui est accueillant, qui fait qu'on se sent bien. Vous avez des fontaines à eau qui vous permettent de vous hydrater pendant tout le temps d'attente. Et temps d'attente qui est de moins d'1 heure pour une fracture et une radio. Radio, puis on voit le médecin dans la foulée, on partage des conseils d'hygiène de vie, on partage les traitements, les médicaments, les anti-inflammatoires qui seront nécessaires, et on fait une consultation de contrôle. Ça, c'est pour l'exemple d'une fracture. Il y a aussi des exemples sur des choses un peu plus graves, comme des opérations à l'étranger, où, et je pense notamment à une personne qui s'est fait opérer à l'étranger, qui s'est fait opérer au niveau du système gynéco. Et il faut savoir que c'était dans un pays où la femme est respectée, profondément respectée, et que la féminité est honorée. Et donc se faire opérer du système gynéco-féminin dans ces pays-là, c'est tout un rituel. Il y a un rituel de préparation, il y a l'opération en tant que telle, et il y a les rituels de récupération. Et quand je parle de rituel, c'est pas juste rendez-vous avec l'anesthésiste et douche à la bétadine. C'est une préparation émotionnelle, c'est une préparation énergétique, c'est une préparation physique à cette opération. Et puis derrière, en récupération, on offre une alimentation qui est nourrissante, anti-inflammatoire et qui permet une bonne régénération et une bonne cicatrisation. Donc sur plusieurs exemples que j'ai à l'étranger, certes, les coûts de santé sont plus élevés parce qu'ils n'ont pas le système de sécurité sociale. Mais par contre, ils ont une bonne mutuelle qui leur permet de prendre en charge les frais de santé, des frais de santé qui sont de qualité. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous, on ne chercherait pas ça aussi? À être réellement pris en charge et à être réellement soigné et bien soigné. Alors j'aurais pu en rester là, j'aurais pu rester dans cette colère et continuer de nourrir la colère et la frustration. Mais je pense qu'on peut aussi voir la situation de l'autre côté. Parce que je pense que
à l'heure actuelle en France, on est dans un pivot et une transformation, une mutation majeure. Je parle moi de la santé, mais on peut parler de plein d'autres domaines. Une mutation aussi au niveau de l'éducation, une mutation au niveau de la sécurité, une mutation au niveau de l'économie. Donc je pense que cette situation en termes de santé, c'est une invitation à reprendre la responsabilité de notre santé, à redevenir acteur de notre santé. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est que le soin réactif est dépassé. Quand je parle de soins réactifs, je parle de cette réaction à il y a une pathologie, on met un protocole en place et on met en place un suivi parce que vous êtes malade. Et je pense que ce système-là, le système de soins réactifs, est dépassé parce que le monde médical est complètement saturé. Pas assez de médecins, pas assez de soignants, pas assez de place à l'hôpital. La médecine telle qu'on l'a connue ne peut plus nous soigner. Ou en tout cas, elle ne peut plus nous offrir de bons soins. Elle ne peut pas bien nous soigner. Alors on doit revenir au préventif, à ce qui nous permet de rester en bonne santé le plus longtemps possible. À apprendre, à comprendre notre corps et à aller vers une hygiène de vie qui nous soutient. Parce que si en amont, on faisait ce qui relève de notre responsabilité, c'est-à-dire bien manger, dormir suffisamment, bouger tous les jours, réguler nos états de stress, on aurait beaucoup moins de problèmes de santé physique comme mentaux. Et on allégerait grandement aussi la prise en charge qui pèse sur le système de santé. Et je dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Parce que je pense qu'à un moment donné, on a voulu nous rendre dépendants et attentistes au sujet de la santé. On a donné notre plein pouvoir à notre médecin. Et si je m'autorise à aller plus loin, je pense aussi que cette situation-là, elle arrangeait et elle arrange encore beaucoup de monde. Parce que si on veut être honnête, et ce podcast, il est fait pour ça, c'est pour être honnête et pour être franc, moins les gens sont acteurs de leur santé, plus ils risquent de tomber malades, d'avoir des maladies chroniques. Et je pense que je ne suis pas une personne isolée. Je pense que parmi vos proches et votre entourage, vous devez avoir des personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont des douleurs chroniques, qui ont de l'endométriose, de la sclérose en plaques, qui ont eu un cancer, qui ont des problématiques cardiovasculaires, qui ont des problématiques et des symptômes qui ne sont à l'heure actuelle pas diagnostiqués, mais qui les handicapent au point de ne pas pouvoir mener une vie professionnelle et une vie personnelle comme tout le monde. Donc je pense que ça arrange certaines personnes qui aient autant de maux chroniques et autant de maladies, parce que plus les gens tombent malades, plus ils ont besoin d'une ordonnance. Si vous voyez où je veux en venir. Alors attention, je dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Loin de moi cette idée-là. Je ne suis pas contre les médicaments. Je dis simplement qu'avant d'arriver au stade où on n'a plus le choix de cette béquille médicamenteuse, on a eu le choix. Celui de redevenir conscient de sa santé, celui de s'investir dans les sujets de l'alimentation, du sommeil, du mouvement et du stress. Alors je pense qu'en 2026, il est temps qu'on redevienne acteur de notre santé, parce que notre santé, c'est avant tout une responsabilité de choix, le choix de ce que je mets dans mon assiette, le choix de la manière dont je respecte mon sommeil, le choix d'être sédentaire ou d'être en mouvement, le choix d'agir en préventif ou bien d'attendre et de devoir agir en réactif. Et je pense qu'on a été trop souvent et trop longtemps déconnectés de ce choix. Puis je veux qu'on revienne aussi à la définition du mot médecin, parce que je pense qu'il y a un immense malentendu. Il y a un fossé entre la définition et ce qu'on attend de cette personne. Un médecin, c'est une personne qui est qualifiée pour soigner les malades. C'est ce que nous dit le Larousse. Il a donc appris les pathologies, les conséquences, les symptômes. Il apprend les traitements médicamenteux qui permettent de soulager, voire même d'éradiquer la maladie. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Mais dans cette définition, il y a deux angles morts. Et je veux qu'on regarde précisément ces deux angles morts. Parce que le deuxième découle bien évidemment du premier. Et je pense que c'est important de mettre en lumière ces deux angles morts parce que on attend beaucoup d'un médecin, alors que si on en revient à la définition, un médecin, c'est une personne qui est qualifiée pour soigner les malades. Le premier angle mort, c'est l'hyperspécialisation. On a en France une médecine très spécialisée. Et c'est super. On a une médecine de pointe, avec des médecins spécialistes du foie, des médecins spécialistes des hormones, des médecins spécialistes du cerveau. C'est pour ça qu'on vous conseille d'aller voir un endocrinologue, c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller voir un psychiatre.
et c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller voir un rhumatologue. Tous ces professionnels-là, c'est une véritable force. Parce que cette médecine de pointe, elle est hyper pertinente dans son domaine. Et quand on a besoin d'un spécialiste, on est très content qu'ils existent. Parce qu'ils ont poussé leurs connaissances et ils ont une expertise sur le besoin pour lequel on va les voir. Donc ça, c'est super. Le problème, c'est pas tant la spécialisation, c'est qu'on a segmenté le fonctionnement du corps humain. Parce que je pense que toi comme moi, on est d'accord pour dire que le corps humain, c'est une machine merveilleuse. Quand on voit ce qu'il est capable de faire, on peut dire que c'est une machine merveilleuse. Et à un moment donné, forcément, tous les organes, ils fonctionnent ensemble. Derrière ces organes, il peut y avoir des liens à faire entre eux. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a des spécialistes qui n'ont pas forcément le temps, ou qui ne prennent pas forcément le temps de discuter entre eux. C'est-à-dire que vous, en tant que patient, vous allez aller voir un médecin pour une problématique, un autre spécialiste pour une autre problématique, mais que ces spécialistes entre eux ne communiquent pas, et voire même ne se connaissent pas. Et ce manque de lien, ce manque de communication, amène directement au deuxième angle mort. C'est qu'il faut attendre que la maladie soit déclarée. Parce que quand tu arrives avec des symptômes qui ont l'air isolés, tu n'es pas prise en charge, ou pas bien prise en charge. Tu es prise en charge que le jour où ton tableau rentre dans une case bien spécifique, qui te permet de cocher toutes les cases d'une pathologie identifiable et donc identifiée. Dès lors qu'il y a une pathologie identifiée, le système y fonctionne parfaitement bien. Mais par contre, si tu arrives avec 5, 10, 15 ou 20 symptômes qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux, alors aucune pathologie n'est décelée. Et bien souvent en plus, un médecin, il ne fait pas le recensement de tous tes symptômes. Tu vas voir un spécialiste des hormones, donc ton endocrinologue. Tu vas parler de beaucoup de symptômes en lien avec les hormones, et possiblement, si tu es une femme, en lien avec la fertilité. Mais on ne va pas forcément aller voir les autres symptômes, par exemple des symptômes digestifs qui peuvent être en lien avec un déséquilibre hormonal. Et c'est pas une mauvaise volonté de la part des spécialistes, c'est juste que c'est structurel. C'est structurel, il y a un spécialiste, il gère un sujet. Et c'est ce qui fait qu'un médecin, il est pertinent à partir du moment où la maladie est déclarée. Si la maladie est déclarée, il peut alors la diagnostiquer et il peut mettre en place un traitement qui va te permettre soit de réduire les symptômes de cette pathologie, soit d'éradiquer totalement la pathologie. Et fort heureusement, aujourd'hui, on a des maladies graves qui peuvent être soignées avec des traitements de pointe. Donc heureusement que ça existe. La problématique, c'est quand tu as plein de symptômes, mais qu'il n'y a pas de pathologie. Et c'est là où le médecin, il est là sur un terrain curatif et réactif. Et moi, j'ai envie de te parler du terrain préventif. Je vais te donner un exemple très concret parce que je l'ai vécu. Pendant très longtemps, j'ai eu des symptômes d'hypothyroïdie. Chute de cheveux, ongles qui cassent, frilosité, troubles du sommeil, fatigue, essoufflement, irritabilité, troubles digestifs, tendance à la constipation, prise ou perte de poids, en tout cas une instabilité au niveau de mon poids. Je cochais énormément de symptômes d'hypothyroïdie. Je pense autour de 15 à l'époque quand j'en avais parlé à mon médecin. Donc j'en parle à mon médecin traitant. Il me dit on va aller doser la TSH et puis on va faire un petit bilan complet, le système hépatique, on va aller checker aussi votre niveau de fer, etc. Je fais la prise de sang, la TSH ressort dans les normes. Donc pas d'hypothyroïdie. Très bien. La problématique, c'est que dans ma famille quand même, et c'est ce qui m'a aussi mis la puce à l'oreille, dans ma famille, la plupart des femmes de ma famille ont un problème de thyroïde. Soit la thyroïde a été retirée en totalité, soit aujourd'hui il y a un traitement parce que la thyroïde ne fait pas son travail. Et je sais aussi que la thyroïde, c'est le chef d'orchestre de tout notre système hormonal. Et si elle ne va pas bien, c'est toute la chaîne hormonale qui ne va pas bien. Donc forcément, moi je me dis, avec tous les symptômes que j'ai, je vais quand même consulter parce qu'il y a quand même un terrain favorable dans la génétique. Donc plus tôt on peut le prendre en charge, mieux c'est. Là, la TSH ressort dans les normes, très bien. Sauf que ce que j'ai appris en naturopathie et en micronutrition, c'est que la TSH seule n'est pas le reflet complet du fonctionnement de la thyroïde. La TSH, on peut la voir comme la partie visible de l'iceberg. Et en dessous, il y a une T3, il y a une T4, il y a des anticorps, etc., etc. Je ne rentre pas trop dans les détails scientifiques, mais tout ça pour dire que au niveau biologique, on va voir la TSH, et on se dit, si la TSH est bonne, c'est que la thyroïde va bien. C'est une erreur fondamentale. Pour avoir une vision globale du fonctionnement de la thyroïde, il faut pousser les analyses bien au-delà de la TSH. Et là, on touche à quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui,
on te propose des analyses sanguines qui sont remboursées par la sécurité sociale. Sauf que les analyses sanguines qui sont remboursées aujourd'hui par la sécurité sociale sont beaucoup moins nombreuses qu'il y a quelques années. Exemple type de la vitamine D, aujourd'hui la vitamine D n'est plus remboursée par la sécurité sociale. Or la vitamine D, elle est quand même majeure, notamment pour toutes les problématiques de maladies chroniques et de maladies inflammatoires. Parce qu'une carence en vitamine D augmente le risque inflammatoire et augmente aussi les troubles de la santé mentale. Dans une ère où la santé mentale est un sujet sociétal, je pense que c'est important d'aller voir les niveaux de vitamine D. Donc, au niveau médical, on ne pousse pas les bilans sanguins qui coûtent cher. Parce que sinon, on creuse encore le trou de la sécurité sociale. T'as bien compris un peu le principe. Sauf qu'à un moment donné, si on veut déceler en préventif un terrain qui pourrait favoriser un trouble métabolique ou alors une thyroïdite d'Hashimoto, il faut aller chercher des bilans biologiques bien plus complets. Et là encore, ce n'est que mon opinion, mais je pense que c'est en partie à cause de ça qu'on voit de plus en plus de maladies sortir un peu partout. Parce qu'on n'est plus en capacité d'aller chercher des mesures biologiques en amont. On les prend une fois qu'elles sont installées. Parce que l'exemple de la thyroïde, c'est que quand votre TSH, elle commence un peu à dérailler, dites-vous que si la partie visible de l'iceberg n'est pas en bonne forme, c'est que la partie immergée de l'iceberg, c'est complètement catastrophique. Le problème, c'est que quand on les prend une fois qu'elles sont installées, la seule solution qu'on nous offre, c'est l'accompagnement médicamenteux. Or, on peut faire plein de choses en amont. Mais si on savait déceler en amont des signes qui pourraient favoriser à plutôt moyen ou long terme une pathologie, les gens pourraient mettre en place l'hygiène de vie nécessaire pour se prémunir de telle ou telle pathologie. Et donc, il y a deux mots qui résument exactement ce qui manque dans le modèle de santé. Deux mots qui sont d'ailleurs des valeurs fondamentales de la naturopathie. Le premier, c'est l'holisme. L'holisme, c'est le fait de prendre en charge la personne dans sa globalité. On ne prend pas un symptôme de manière isolée, on ne regarde pas un organe de manière isolée, on regarde la personne. Son état physique, son état émotionnel, son environnement, son travail, sa vie sociale. On regarde tout ça. Ça, c'est l'holisme. Donc, prendre la personne dans sa globalité, et puis de cette globalité, essayer de faire des liens par rapport aux symptômes qu'elle a et qui elle est dans sa globalité. Et le second, c'est le causalisme. C'est le fait de ne pas s'arrêter aux symptômes, mais de faire du lien entre tous les symptômes pour remonter de la cause à la cause, à la cause, à la cause. Soit remonter à la racine même de tous ces symptômes. Alors si nos médecins, ils avaient le temps et le cadre pour travailler avec l'holisme et le causalisme, je pense qu'on passerait à côté de beaucoup moins de choses. Et surtout, on serait beaucoup plus préventif dans notre démarche. Et je dis pas ça pour mettre en avant la naturopathie parce qu'aujourd'hui, il existe des médecins qui travaillent comme ça. Ce sont ce qu'on appelle des médecins fonctionnels. Ce sont des médecins qui ont fait un cursus médical complet, qui ont poussé leur formation en micronutrition, en nutrition aussi, et qui ont fait le choix à la fin de leur formation de ne pas se conventionner. Le fait de ne pas se conventionner, ça implique qu'ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, parce qu'ils ont une vision différente de la médecine et qu'ils veulent exercer autrement que par le cadre qui est imposé par la sécurité sociale. Concrètement, chez eux, c'est généralement une consultation d'1 heure, où tout un tas de questions vous sont posées sur l'ensemble des systèmes du corps. Globalement, jusque-là, on est sur une approche qui se rapproche quand même de la naturopathie. La différence majeure qu'ils ont, et pour moi un atout majeur, c'est qu'ils ont la capacité de vous demander des bilans biologiques bien plus complets et qui sont en mesure de lire les résultats de votre bilan sanguin. Et donc eux, ces médecins fonctionnels, ils vont chercher la cause de la cause de la cause de la cause. Et ils vont vous donner des conseils. De prime abord, des conseils d'hygiène de vie. Et puis s'il y a besoin, ils mettent en place un traitement médical, mais le traitement médical n'est jamais la seule solution. C'est d'abord des conseils en hygiène de vie, puis le traitement adapté. Et ces médecins fonctionnels, ils prennent pas en charge un symptôme, ils prennent en charge une personne. Donc ces médecins fonctionnels, ils sont déjà en train de révolutionner le secteur de la santé en France. Parce qu'il y a encore 10 ans, il y en avait très peu sur le marché. Il y en avait très peu en France. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux. Et je pense notamment à des confrères et des consoeurs qui sont installés en tant que médecins et qui sont juste sortis des études de médecine et qui se sont installés en tant que médecins fonctionnels. Et qui ont une approche globale, qui se rapproche grandement de la vision et des valeurs de la naturopathie.
Et je le redis, parce que je ne veux pas être mal comprise dans cet épisode de podcast, je ne suis pas contre les médicaments. Mais je pense, et les médecins fonctionnels que je connais me le confirment, je pense qu'il faut toute une approche d'hygiène de vie. En préventif, bien évidemment, mais aussi une fois qu'on est dans le curatif. Parce que l'hygiène de vie reste un pilier indispensable. Qu'est-ce que je mange, comment je dors, comment je gère mon stress, comment je bouge. C'est ça la recette d'une bonne santé. Parce que si je prends l'exemple d'une personne qui a un traitement anti-hypertenseur, puisqu'elle fait de l'hypertension artérielle, je la rencontre en séance et elle me dit qu'elle a un traitement anti-hypertenseur et elle boit 7 cafés par jour. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, même si on a mis un traitement anti-hypertenseur, mais qu'en face, on consomme des produits qui vont faire augmenter la tension, c'est un peu dommage, on n'a pas le résultat escompté. Donc oui, mettre un traitement d'anti-hypertension en place, mais aussi mettre en place une hygiène de vie qui vienne soutenir le fait qu'on a de l'hypertension et que le système cardiovasculaire a besoin d'être soutenu, d'être soigné et d'être bichonné. Et puis je trouve que c'est assez intéressant parce qu'un médecin, quand il passe son examen, il prête le serment d'Hippocrate. Et Hippocrate disait déjà que ton alimentation soit ta première médecine. Donc je pense que c'est important de revenir à cette base-là. Ça fait pas tout, mais ça fait beaucoup. Et je vous ai parlé de la thyroïde, de mon expérience avec les symptômes d'hypothyroïdie, mais c'est pas un hasard et c'est pas un cas isolé, parce que j'ai également consulté pour des troubles digestifs, on m'a fait des imageries médicales, il n'y avait rien. Pour autant, moi, j'avais des symptômes. Donc il n'y avait pas rien. Il n'y avait rien parce qu'il n'y avait aucune maladie de déclarer, fort heureusement, Dieu merci. Mais j'avais déjà un terrain propice au développement de maladies chroniques digestives. Et à ce moment-là, quand on m'a dit qu'il n'y avait rien, j'ai décidé d'aller trouver des solutions ailleurs. Et c'est là que je suis allée voir une naturopathe pour la première fois. Je devais avoir 18 ans, je pense. Elle m'a énormément aidée. Et avec elle, j'ai retrouvé un grand confort dans mon hygiène de vie et dans mon ventre. Donc je t'ai parlé des médecins fonctionnels. Et il existe une deuxième porte, les professionnels du bien-être, dont font partie les naturopathes. Un naturopathe n'est pas un professionnel de santé. Je le répète, un naturopathe n'est pas un professionnel de santé. C'est un professionnel du bien-être et son objectif premier, c'est d'être un éducateur de santé. Accompagner la personne à comprendre son corps, à comprendre ce qui lui fait du bien pour mettre en place des habitudes qui la soutiennent dans sa santé. Donc, entre un médecin fonctionnel, un professionnel du bien-être et un médecin traitant, il y a une différence majeure. Cette différence, c'est une différence de posture. Quand tu vas voir un médecin fonctionnel ou un professionnel du bien-être comme le naturopathe, il va te donner des conseils et il te rend la responsabilité de les appliquer ou non. Là où quand tu vas chez ton médecin traitant, tu attends juste une petite pilule magique, une pilule qui va mettre le symptôme sous cloche, qui va le faire soi-disant disparaître. Pour autant, le symptôme, il est toujours là, il est toujours actif, simplement on a mis quelque chose pour pas l'entendre et pour pas le sentir. Et toi, en parallèle, tu n'as rien changé à ton hygiène de vie. Donc la racine du problème, celle qui a généré ce symptôme, elle est encore présente, elle n'a pas été adressée, elle n'a pas été prise en charge et donc on continue d'abîmer le terrain. Et quand je dis le terrain, c'est abîmer l'organisme. Et cette différence de posture qu'on retrouve entre le médecin fonctionnel ou les professionnels du bien-être et le médecin traitant, elle a un nom. Et cette différence de posture, elle a un nom. C'est le mot d'empouvoirment, autrement dit le pouvoir d'agir. Et je veux préciser que quand je dis empouvoirment, c'est pas le concept galvaudé qu'on trouve partout dans le milieu du développement personnel. D'ailleurs, je pense que le développement personnel a beaucoup abîmé l'image de l'empouvoirment, a beaucoup abîmé le terme et la définition de l'empouvoirment. Donc, si ça t'intéresse d'aller voir ce que ça veut dire, va sur Internet. Moi, je vais te donner l'empouvoirment en santé, parce que ce terme-là, il a été ancré par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, dans la charte d'Ottawa qui a été rédigée et signée en 1986. C'est une charte qui a 40 ans. Voici ce que dit l'OMS au sujet de l'empouvoirment. L'empouvoirment désigne le processus par lequel les individus acquièrent les moyens d'exercer un plus grand contrôle sur leur propre santé et ses déterminants. Il s'agit de passer d'une approche médicale passive à un rôle actif et décisionnel. Cette définition, elle date
d'il y a 40 ans. Et cette définition, elle comporte 2 mots importants. Actif, ça veut dire faire des choses pour sa santé. Et décisionnel, ça veut dire que la décision te revient de droit. C'est toi qui as le dernier mot, c'est ta santé. Donc peu importe qui tu vas voir, quel professionnel de santé ou de bien-être que tu vas voir, la décision te revient. Mais pour que tu puisses prendre une décision éclairée, il faut qu'on te donne tous les tenants et les aboutissants. Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'honnêteté et de la transparence. Et je veux illustrer l'honnêteté et la transparence par une situation que je rencontre énormément en séance. J'ai beaucoup de personnes qui arrivent en séance en me disant « ça allait pas trop, mon médecin m'a prescrit un petit calmant ». Ok, le médecin prescrit un petit calmant. En soi, la personne n'allait pas bien, donc il a proposé une solution. Ok. Quand je demande le nom de ce calmant et la posologie à laquelle elles prennent ces calmants, on me sort souvent Xanax ou Prozac. Xanax, c'est un anxiolytique. Ok, donc effectivement, sur le côté je suis anxieuse, j'ai besoin de me calmer. Très bien. Le second, c'est un antidépresseur. À un moment donné, on n'a pas le droit de se cacher derrière le mot un petit calmant. La bonne version, ça ressemblerait à ça. Je vous propose un anxiolytique pour telle raison. Voilà comment il va agir sur votre corps. Et je vous propose également un antidépresseur pour telle raison. Voilà comment il va agir sur votre corps et comment il se prend. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce protocole ? Et je précise tout de suite, mon problème, c'est pas tant la molécule ou le médicament qu'a utilisé. C'est le fait qu'on t'ait pas expliqué ce que tu prends. Si tu es sous traitement aujourd'hui, ne change rien seul. Tu ne changes aucun de tes traitements, tu continues de prendre tes traitements comme tu les prends, mais par contre, tu as le droit de demander à ton médecin traitant de t'expliquer. En naturopathie, on a ce devoir d'expliquer et de transmettre toutes les informations avec transparence. Pourtant, encore beaucoup se méfient de ce que l'on conseille. Mais ce que je remarque, c'est que personne ne questionne ce que le médecin prescrit. Et questionner, c'est pas pour mettre le médecin en porte-à-faux ou quoi que ce soit, c'est juste pour que vous compreniez qu'est-ce que vous prenez, comment ça va agir sur votre santé et voir si ça fait sens de prendre telle ou telle molécule. Et pour moi, reprendre son pouvoir personnel et son pouvoir d'agir sur sa santé, ça passe aussi par ça. Ça passe par le fait de dialoguer avec le médecin, d'essayer de comprendre pourquoi il vous prescrit tel médicament, comment ça va agir sur votre corps et quels effets vous pouvez attendre de ce médicament. Et un médecin qui explique, ou un professionnel du bien-être qui explique les conseils qu'il vous donne. Nous, en naturopathie, on va principalement parler de conseils en complément alimentaire, tout comme le médecin fonctionnel est formé à vous prescrire aussi et à vous conseiller des compléments alimentaires. Je pense que dans tous les cas, peu importe le professionnel que vous allez voir, c'est important que le professionnel, il explique pourquoi il vous propose ce conseil ou ce médicament et qu'est-ce que ça va faire chez vous. Je pense que c'est fini et c'est obsolète l'époque où les personnes et les professionnels, notamment professionnels de santé, se positionnaient en sachante. En mode, moi je sais mieux que vous. Je pense pas en vrai. Ok, il y a des études, ok, ils ont fait des études, ils ont appris plein de choses, ça je suis d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont en droit et surtout en devoir d'expliquer ce qu'ils connaissent, de vous exposer les solutions qui s'offrent à vous et pourquoi elles sont pertinentes. Mais in fine, à la fin, la décision vous revient. Parce que c'est ton corps, c'est toi qui ressens les choses, tu as le droit de questionner, tu as le droit de demander de l'information, tu as le droit de demander de l'aide, tu as le droit de demander à comprendre. Et puis tu as le droit aussi d'aller chercher l'information là où elle se trouve. Et aujourd'hui, elle est relativement accessible. On a des ouvrages, on a énormément de livres qui sont écrits par des médecins, par des docteurs, par des professionnels du bien-être qui sont formés. On a aussi énormément de podcasts, d'interviews, de documentaires et on a également le site des études scientifiques, PubMed, qui est la base de toute la recherche scientifique et qui est en libre accès sur Internet. Donc aujourd'hui, à l'ère d'Internet, on a beaucoup d'informations sur Internet. Mais ça veut dire aussi parfois se positionner face au monde médical. Dire qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont on est accompagné, parce que non, ce ne sont pas des personnes surpuissantes, et parce que oui, vous méritez le respect, quelle que soit la forme que ce respect prenne. Mais je veux pas t'exposer tout ça en t'exposant l'entièreté de la situation. Parce qu'être acteur de sa santé, ça implique aussi quelque chose. Ça implique de l'engagement. Et oups, je viens de dire un gros mot, parce que engagement aujourd'hui, c'est vraiment un gros mot, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'engager. Je vais te donner une image. Admettons, moi je veux courir un marathon dans 1 an et je prends un coach sportif.
la responsabilité de ce marathon, elle est de 50-50. Mon coach sportif, il doit faire sa part du job, c'est-à-dire me préparer un plan détaillé, progressif, qui me permette d'atteindre mon objectif qui est de courir un marathon. Donc il me prépare un plan, semaine après semaine. Il est là également pour prendre de mes nouvelles, pour adapter le plan en fonction des retours que je lui donne. Et il est là pour me motiver et me faire progresser. Et moi, ma part du job, c'est de tenir ce plan d'entraînement, de tenir informé mon coach sportif de mes sensations, de mes ressentis et de mon évolution. Mais par contre, si moi je décide que mardi, j'avais une séance, je l'ai loupée parce qu'on avait des amis à l'apéro. Jeudi, je devais aussi faire une séance, mais j'étais fatiguée, donc quand je suis rentrée, je me suis posée. Et puis samedi, j'ai fait la séance, mais il m'a demandé de courir 1h15, et finalement, j'ai couru que 50 minutes. Parce que j'avais autre chose à faire après, je devais aller faire les courses ou je ne sais quoi. Si tu as un objectif, mais que tu ne te donnes pas les moyens de ton objectif, faut pas t'étonner de ne pas avoir de résultats. Alors bien sûr, derrière tout ça, il peut y avoir du figement, des parts protectrices, de l'autosabotage, des croyances limitantes. J'en suis pleinement consciente. Et c'est exactement là-dessus que je travaille avec les personnes que j'accompagne. Mais à un moment donné, il faut avoir envie de faire la part du job. Si tu ne t'engages pas dans le process, faut pas t'étonner de ne pas avoir de résultats. Au tout début de l'épisode, je t'ai évoqué une situation que j'ai vécue, un diagnostic qui a été posé par un professionnel de santé. Et j'ai envie de te raconter ce qui s'est passé lors de cette séance parce que ça a été vraiment un pivot dans mon cheminement. Et ça a été un profond soulagement aussi pour moi. Il y a quelques mois, donc, on m'a diagnostiqué une adénomiose. Donc, une adénomiose, c'est une endométriose, mais interne à l'utérus. Donc, ce sont des cellules endométriales qui se logent dans le muscle utérin. L'endométriose comme l'adénomiose, ce sont des pathologies que je rencontre très souvent en séance. Et donc, je connais un petit peu les tenants et les aboutissants, je connais les effets de cette pathologie et je sais également ce qu'il faut mettre en place pour aller mieux. Néanmoins, quand je vais voir un professionnel de santé, je dis jamais que je suis naturopathe parce que sinon, je suis rapidement étiquetée, les rendez-vous sont pas toujours aussi agréables que ce que je voudrais. Donc là, typiquement, ce spécialiste-là, il n'avait aucun écho de mon métier. On fait donc un temps d'échange questions-réponses au niveau de son bureau, et puis après, on passe au niveau de l'échographie pour faire une imagerie et voir un petit peu ce qui se passe au niveau du système gynéco. Pendant qu'il me sculptait, il a posé beaucoup de questions, il a été vraiment curieux, une curiosité saine qui lui a permis de bien comprendre ce qui se passait, de quoi je pouvais souffrir, et surtout, il a il a posé des questions tellement pertinentes que je me suis dit, ça, c'est une personne qui connaît son sujet. Bref, à la fin de la consultation, je me rhabille. Il venait de poser le diagnostic au moment de l'imagerie. Et je lui dis, moi honnêtement, je suis pas surprise parce que ça fait plus de 10 ans que je me plains, que j'ai des douleurs. Et on a enfin posé un mot. Maintenant, c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi? Et il me répond, aujourd'hui, au niveau médical, on n'a pas trop de réponses, ou en tout cas, pas de réponse vraiment très intéressante. Je peux vous prescrire telle ou telle pilule, mais honnêtement, ça va juste camoufler la problématique et la pathologie qui est déjà installée. En aucun cas, ça va régler la pathologie. Et il enchaîne en me disant, bon, il y a quand même des conseils que je peux vous donner, même si avec vos antécédents, donc il savait que j'avais des antécédents d'anorexie, il était un peu gêné de me donner ces conseils. Et il me dit, premier conseil que je peux vous donner, c'est l'alimentation. Mettez en place une alimentation anti-inflammatoire, nourrissante et régénérante. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de bouger, tous les jours. Il dit c'est vraiment important, le mouvement c'est important pour tout le monde, mais d'autant plus quand vous avez une pathologie comme celle-ci, qui est une pathologie inflammatoire. Plus vous allez bouger, mieux ce sera parce que vous allez garder la mobilité et le mouvement dans la zone du bassin et surtout vous allez limiter la propagation de l'inflammation. Et même s'il y a des crises inflammatoires, je vous inviterai à bouger, à adapter le mouvement, mais à bouger quand même en période inflammatoire. Troisième conseil, et celui-là je ne m'y attendais absolument pas de la part d'un professionnel de santé, il me dit, et prêtez aussi une grande attention à votre stress et à l'état de votre système nerveux. Il m'a proposé 3 leviers, aucun médicament parce qu'il a été honnête pour me dire que ça serait juste là pour camoufler la pathologie, mais qu'en aucun cas ça réglerait le problème. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de pleurer. Le professionnel a vu que j'étais au bord des larmes et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a madame? Qu'est-ce qui vous émeut comme ça? Et je lui dis, en fait, je suis émue pas de tristesse, c'est vraiment un soulagement parce que déjà, on a posé un diagnostic, donc ça y est, c'est pas que dans ma tête, il y a vraiment des choses au niveau du terrain qui expliquent toutes les douleurs et toutes les problématiques que je rencontre. Et deuxièmement, je suis émue parce que je suis naturopathe. Et il me dit, ah bon voilà, j'ai rien à vous apprendre alors, vous savez exactement ce que vous devez faire. Je dis oui, effectivement, c'est des choses que j'ai déjà mis en place et je vais beaucoup mieux depuis. Et le fait qu'il y ait un diagnostic de posé, ça va me permettre d'être beaucoup plus constante
dans ces piliers-là, de vraiment apporter une attention particulière à mon alimentation, le mouvement et le stress, parce que là, il y a un réel intérêt, en plus de l'intérêt de prendre soin de soi. Aujourd'hui, au vu de la pathologie, je sais que j'ai besoin de mettre ça en place et que ça va me soulager. Mais je suis émue parce que c'est un discours que j'aurais jamais pensé avoir de la part d'un médecin. Et là, ce que vous venez de me dire, ça vient de légitimiser tout ce que je peux dire à mes consultants qui viennent en séance. Donc il y a du soulagement parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Et puis il y a du soulagement aussi parce que la Mathilde qui a fait de la naturopathie pendant des années, celle qui s'est bataillée, c'est celle qu'on a parfois pris pour une charlatante parce que la naturopathie est encore vue comme telle en France. Cette Mathilde-là, elle avait enfin en face d'elle un professionnel de santé qui venait d'évoquer exactement les conseils que j'aurais donnés à quelqu'un qui serait venu me voir au cabinet avec cette même pathologie. Et j'ai apprécié l'honnêteté de ce médecin, de me dire que oui, il y a des solutions au niveau médical, oui, il existe des pilules qui permettent de réduire au silence la pathologie, mais qu'en aucun cas ça ne réglera, ça n'effacera et ça ne guérira cette adénomiose. Ça va juste la réduire au silence. Alors je suis sortie de ce rendez-vous avec mon engagement qui a été décuplé envers ma propre santé et pour que chacun reprenne aussi le pouvoir sur sa santé. Et si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu es sous traitement médicamenteux, sache que tu as aussi le pouvoir d'agir sur ta santé à travers ton hygiène de vie, en plus du traitement qui a été mis en place. Ça ne pourra que t'aider à aller mieux. Aujourd'hui, les données scientifiques, elles estiment que la grande majorité des maladies chroniques que nous développons, elles sont liées à notre environnement et à notre mode de vie, bien plus qu'à notre patrimoine génétique. Autrement dit, tu as beaucoup plus de pouvoir sur ta santé que ce que tu penses. Donc cet épisode, ce n'était pas un épisode où je donne des solutions, loin de là, c'était plutôt un épisode pour éveiller les consciences, pour enfin dire les choses, enfin être honnête sur ces sujets-là et porter ma voix sur ces sujets-là. Parce que je me suis très longtemps rongée intérieurement et je pense qu'aujourd'hui c'est important d'avoir aussi des contenus comme cet épisode de podcast qui font qu'on se remet en question, qu'on se questionne, qu'on réfléchit pour gagner en discernement, pour gagner en clarté. Et ça c'est super important pour moi. Donc je suis passée d'un état de frustration et de colère à un état de confiance, de compréhension et de compassion. Parce que je sais que le système de santé a ses limites. Je sais que les professionnels de santé ne sont pas 100% responsables de l'état de santé des gens dans ce pays. Et je sais aussi que tout ce qu'on voit au niveau médical et au niveau de la santé, c'est pas que le médecin, ça va bien au-delà, c'est des choix politiques, c'est des contraintes de temps, de moyens, de formation. Mais si on pouvait voir l'invitation derrière ce désastre qu'on est en train de vivre au niveau de la santé, c'est une invitation à reprendre ton pouvoir personnel. Le système de santé, il est saturé. Il a de grandes difficultés déjà à remplir sa mission qui est de prendre soin des gens malades. Il a du mal à être dans le réactif parce qu'il est débordé. Alors pour le préventif, il n'y a qu'une seule personne qui peut s'en occuper et cette personne, c'est toi. C'est pas une punition, hein. C'est simplement de reprendre ton pouvoir personnel. Alors je te laisse avec une seule chose. Reprends l'un de ces 4 piliers que j'ai évoqués. Ce que tu manges, comment tu dors, comment tu gères ton stress et comment tu bouges. Et cette semaine, tu choisis un de ces 4 piliers. Un seul. Celui sur lequel tu sais déjà qu'il y a des petites choses à faire, que tu ne remplis pas totalement ta part du job. Et de là, pose une action, une petite action, mais que tu peux tenir sur 7 jours. Et continue comme ça sur ces différents piliers. Parce que réellement, tu as le pouvoir d'améliorer ta santé et ton bien-être. Si cet épisode a résonné, partage-le autour de toi. Si toi aussi tu es une personne qui se pose beaucoup de questions, si toi aussi tu as la sensation d'être impuissante parmi tout ça, j'espère au moins que ça t'aura redonné foi, que ça t'aura redonné confiance et que ça te permettra de reprendre ton pouvoir personnel. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était un épisode assez long, mais je pense que c'est un sujet ô combien important et encore plus dans les années qu'on va traverser prochainement. Je te dis à très bientôt. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si tu repars avec un mot, une sensation ou une envie de t'ancrer un peu plus dans l'instant, alors ce podcast a trouvé sa place. Pour le faire rayonner, je t'invite à le partager autour de toi et à lui laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te repartager. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.